Aujourd'hui, la météo prévoit des minimales de moins 184 degrés Celsius, une planète totalement congelée, une redoutable tempête de radiation et de gigantesques éruptions de glace. Coup de chance, ce n'est pas le temps qu'il fait par chez vous, mais sur les lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Et aussi fou que cela puisse paraître, il y aurait de la vie dans ces univers hostiles. Le mot d'ordre de notre recherche a toujours été de suivre l'eau. Mais quel organisme serait capable de survivre au froid meurtrier qui règne sur Europe et Encelade, les lunes glacées? Notre système climatique est propre à la Terre. D'autres planètes connaissent des tempêtes qui dépassent l'imagination et subissent des conditions atmosphériques auxquelles nous espérons ne jamais être exposés. Mais cela pourrait-il arriver? Et si oui, pourrions-nous survivre à ces périls de l'espace? Nous, les terriens, essuyons régulièrement des hivers à ne pas mettre un chien dehors. Mais que se passerait-il si un beau matin, nous avions le même temps que sur les lunes glacées du système solaire? L'homme ne survivrait pas plus de quelques secondes dehors. Nos océans gèleraient rapidement. Nos villes seraient figées sous un épais linceul de glace. On serait changé en glaçon quasi instantanément. Et l'atmosphère très ténue serait irrespirable. Une expérience peu agréable en somme. Cet univers glacé serait plutôt inhospitalier pour le genre humain. Sixième planète du système solaire, Saturne est célèbre pour ses anneaux emblématiques. Elle possède plus de 60 lunes ou satellites naturels. Et sa lune glacée, Encelade, détient l'un des plus étonnants secrets météo du système solaire. 7 fois plus petit que notre lune, ce grêlon sans vie présente une température moyenne de moins de 100 degrés Celsius. Une partie de sa surface blanche étincelante est parcourue d'étranges rides et failles, dont certaines font 120 km de long. Mais en 2005, quand la sonde Cassini a survolé Encelade, la NASA a fait une découverte ahurissante. D'immenses volcans d'eau et de glace. Propulsés à travers de multiples fractures de surface, l'eau et la glace s'élèvent à plus de 2200 km/h. On dirait la version réfrigérée des geysers terrestres. Cette lune est très active et un énorme panache de glace s'est formé au pôle sud. Elle est minuscule avec une gravité quasi nulle, d'où ce panache géante. Les geysers d'Encelade sont représentatifs du cryovolcanisme, le volcanisme à très basse température. Rien à voir avec les volcans de notre planète, qui émettent du magma brûlant. Les geysers d'Encelade crachent de l'eau proche du point de congélation. Nos volcans et geysers sont alimentés par la chaleur des entrailles de la Terre. Et il en est apparemment de même sur Encelade. Ce phénomène est provoqué par de l'eau sous pression située dans les profondeurs et portée à une température qui permet la fusion. Et cette pression fait jaillir l'eau, la vapeur d'eau et les particules de glace par les bouches de sortie. À bord de Cassini, le spectromètre à infrarouge a détecté qu'il faisait 90 degrés de plus dans la région des geysers que sur le reste d'Encelade. Les scientifiques attribuent cela à la présence d'éléments radioactifs dans le noyau d'Encelade ainsi qu'à l'influence gravitationnelle de Saturne. En raison de son orbite légèrement elliptique, Encelade est plus ou moins proche de Saturne. C'est pourquoi le satellite est régulièrement déformé par l'attraction de Saturne. J'ai dans la main une balle de mousse mauve qui représente la Terre et une jaune Encelade. J'ai planté un thermomètre dans chacune pour mesurer la température interne. Et toutes deux sont à 70 degrés Fahrenheit, soit 21 degrés Celsius.
Je commence par comprimer Encelade pour imiter la friction de force de marée induite par sa trajectoire en ellipse autour de Saturne. Au bout d'un moment, je remarque que la température interne est passée à 24 degrés Celsius, alors que la Terre a gardé sa température initiale, soit une hausse de 3 degrés. Évidemment, l'intérieur d'Encelade se compose de glace et de roches, pas de mousse, mais le principe reste le même. Sur Encelade, la chaleur dégagée par ce processus de friction fait fondre une partie de la glace. L'eau pressurisée remonte jusqu'aux failles de surface et gicle à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Puis, l'eau gèle et retombe partiellement sur le satellite sous forme de neige. Compte tenu de l'extrême lenteur et de la régularité des chutes de neige sur Encelade, les scientifiques estiment qu'il faut 300 000 ans pour obtenir une couche de 30 cm. Mais comme l'activité de chaque cryovolcan dure probablement depuis des dizaines de millions d'années, le manteau neigeux serait à certains endroits épais d'une centaine de mètres, de quoi recouvrir entièrement le Capitole à Washington. Cette neige est constituée de minuscules cristaux, plus fins que du talc. On peut imaginer cette lune recouverte de poudreuse relativement récente. Ce serait chouette d'y faire du ski. Ces projections de grains de glace contribuent également à alimenter les grandioses anneaux de Saturne. Bien qu'ils semblent compacts vus de loin, ces anneaux sont en fait composés de débris de roches et de glace en orbite autour de Saturne. Et une partie de cette glace provient justement des volcans d'Encelade. La sonde Cassini a fait une autre découverte palpitante lorsqu'elle a traversé l'un des panaches éruptifs d'Encelade. Elle a recueilli des particules glacées contenant des composés du carbone, l'un des éléments indispensables à l'origine de la vie. Mais pour l'instant, dans le système solaire, aucun organisme vivant, pas même un microbe, n'a été retrouvé ailleurs que sur Terre. Sous la surface d'Encelade, il y a des poches d'eau, voire de véritables océans. Et c'est là que se forment les composés du carbone. On a donc tout lieu de croire que la vie s'y est développée ou pourrait émerger. Sans doute des organismes très primitifs, tels que microbes et bactéries. En tout cas, ce serait vraiment passionnant de chercher des traces de vie sous la surface gelée d'Encelade. Encelade n'est pas la seule lune glacée du système solaire où la vie extraterrestre pourrait exister dans des conditions particulièrement extrêmes. À plus de 640 millions de kilomètres d'Encelade se trouve Jupiter. Cette géante du système solaire possède le plus de lunes connues. À ce jour, on en recense 67. La quatrième par la taille, Europe, fait à peu près le diamètre de notre Lune. Mais en matière de météo, elle semble sortie d'un film de science-fiction. Il fait très très froid sur Europe, au point que tout est gelé à la surface. D'ailleurs, la surface n'est qu'une couche de glace dure. Ce satellite est 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Les températures de surface oscillent entre moins 151 et moins 223 degrés Celsius. Si on était parachuté sur Europe, on se retrouverait dans un paysage très angoissant de glace fendue, brisée, disloquée. Aucune créature de notre planète ne survivrait dans cet environnement. Alors que deviendrait notre planète si elle prenait tout à coup la place d'Europe ? Les lunes glacées de Jupiter et de Saturne sont soumises aux climats les plus rigoureux du système solaire. Imaginez donc que le thermostat de notre planète soit brusquement réglé sur moins 184 degrés Celsius, la température moyenne d'Europe. À Chicago, sur les rives glaciales du lac Michigan dans l'Illinois, la température ressentie est déjà tombée à moins 63 degrés Celsius en hiver. Mais la ville n'a jamais affronté de blizzard aussi monstrueux.
En quelques heures, la tour Sears, le plus haut gratte-ciel de la Cité du Vent, se changerait en sculpture de glace. Les grandes fenêtres modernes sont conçues pour que le bâtiment puisse se déformer sans que le verre soit trop sollicité. Par contre, le mastic de vitrier tout autour ne résiste pas au très très grand froid. Le vent qui balaie le lac Michigan transfère une partie de son énergie à l'eau elle-même sous forme de vagues. Mais cela n'est plus possible si le lac est gelé. Du coup, les rafales gagneront encore en intensité. Les vitres gelées de la tour Sears cèdent les unes après les autres. Et la structure d'acier fragilisée vacille et semble prête à s'effondrer. S'il fait aussi froid sur Europe, c'est à cause de son éloignement du Soleil et aussi de sa quasi-absence d'atmosphère. Cette lune ne possède pas d'atmosphère capable de retenir le rayonnement pour la réchauffer, alors que la lumière du Soleil est interceptée par l'atmosphère terrestre. C'est un peu une couverture douillette qui permet à la vie de s'épanouir. L'atmosphère terrestre nous apporte également l'oxygène que nous respirons. Et elle contribue à protéger notre planète de l'un des plus grands périls de la météo de l'espace, les radiations cosmiques. En revanche, la surface d'Europe est constamment bombardée de particules de très haute énergie issues du champ magnétique jovien. Jupiter est entouré d'une ceinture de radiation, tout comme la Terre. Mais la sienne est bien plus vaste. En moyenne, un Américain reçoit une dose de radiation de moins d'1 rem par an. Une exposition annuelle supérieure à 5 rem est considérée dangereuse. Sur Europe, la radioactivité ambiante dépasse les 500 rem par jour. Il suffirait donc de quelques minutes pour arriver à la dose maximale recommandée. Une irradiation qui serait mortelle pour l'homme. Heureusement pour nous, la Terre orbite dans la zone habitable du Soleil. Une étroite région du système solaire où les températures permettent à l'eau d'exister à l'état liquide et pas uniquement sous forme de glace ou de vapeur. Vénus est torride, car trop proche du Soleil. Mars a un climat rude, car trop éloigné. La Terre est pile comme il faut. On trouve de l'eau liquide à la surface, ainsi que de la vapeur d'eau et de la glace. Les trois états cohabitent, et c'est idéal pour le développement de la vie. L'eau liquide étant l'un des ingrédients clés de la vie dans l'univers, pourquoi les scientifiques se réjouissent-ils autant de la présence d'étendues glacées sur Europe? En fait, cette lune glaciale recèle un secret bien caché sous sa surface de glace. Avec ses températures réfrigérantes et sa surface gelée, Europe, la lune glacée de Jupiter, est assurément digne d'un film de science-fiction. Mais en 1979, la sonde Voyager, envoyée par la NASA, a pris de singulières images de la lune glacée. Quand elle s'est approchée de Jupiter, Voyager a repéré de nombreuses failles à la surface d'Europe. Il y a de vastes plaques de glace, mais visiblement cette glace n'est pas immobile. Quelque chose a dû provoquer ces crevasses. Mais quoi? 2 décennies plus tard, la sonde Galileo survole Europe et lève un pan du mystère. La mesure du profil de densité effectuée par Galileo a établi l'existence d'un noyau rocheux, mais aussi d'une importante couche ayant la même densité que l'eau. En outre, les instruments embarqués ont détecté des courants électriques provenant des entrailles d'Europe. Une découverte inattendue sur une lune constituée de roches et de glace. Or, l'électricité est un indicateur d'eau salée. Galileo a réussi à mesurer le champ magnétique d'Europe. Les résultats ont été à la hauteur de nos espérances. Et ils ont révélé la présence d'un océan d'eau liquide sous la surface glacée.
Avant cette extraordinaire découverte, les scientifiques pensaient que la Terre était le seul endroit du système solaire à posséder des océans. À présent, ils sont convaincus de l'existence sur Europe d'une vaste étendue d'eau salée sous 20 km de glace. Avec une profondeur de plus de 90 km, elle contiendrait un volume 2 fois supérieur à l'ensemble des océans terrestres. Le volume total d'eau sur Europe, à l'état solide et liquide, représenterait 2 à 3 fois le volume d'eau présent sur Terre. Quelle est donc la force capable de créer un océan aussi loin de la zone habitable du système solaire? Ici, à 800 millions de kilomètres de la chaleur du Soleil, toute l'eau devrait être complètement gelée. C'est sûrement la même force qui façonne les cryovolcans d'Encelade. Sous la force gravitationnelle de Jupiter, Europe se dilate et se comprime. Un mouvement qui réchauffe l'intérieur. Ce processus de friction générerait assez d'énergie pour faire fondre les entrailles glacées d'Europe. La forte probabilité d'un océan d'eau liquide sur Europe a éveillé l'intérêt des scientifiques en quête de signes de vie extraterrestres. Pour explorer le système solaire, le mot d'ordre de notre recherche de vie a toujours été de suivre l'eau. Eh bien, c'est sur Europe qu'il y a de l'eau. Sur Terre, la moindre nappe d'eau contient de la vie, ne serait-ce que de minuscules microbes. D'ailleurs, l'être humain est très vraisemblablement issu d'organismes microscopiques qui vivaient dans les mers des premiers âges. Dès lors, la vie existerait-elle dans l'océan d'Europe? Il faut de l'eau, mais aussi une source d'énergie et des molécules organiques. Sur Terre, partout où il y a de l'eau, il y a de la vie, car ces 3 éléments sont réunis. Sur Terre, la vie tire quasiment toute son énergie du Soleil. Alors, où donc en trouverait-elle sur un lointain satellite plongé dans l'obscurité? Quant à cet océan, contiendrait-il de quoi transformer la recherche de vie extraterrestre en scénario catastrophe? Le climat frigorifique d'Europe, la lune glacée de Jupiter, semble écarter la possibilité de vie extraterrestre. Pourtant, certains êtres vivants supportent des conditions tout aussi extrêmes. Dans les profondeurs froides et obscures de nos océans, des créatures sont alimentées en énergie et nutriments par les cheminées hydrothermales qui libèrent la chaleur et les éléments chimiques des régions volcaniques. Sur les dorsales océaniques, au lieu du volcanisme, les espèces abondent. Vers tubicoles et bivalves géants prolifèrent dans cet environnement qu'on penserait inhospitalier. Un tel environnement sous-marin pourrait ainsi exister sur Europe. Si les ingrédients sont les mêmes que sur Terre, il y a peut-être au fond des océans d'Europe de la chaleur et du volcanisme qui ont favorisé l'apparition de la vie. À moins que ces éléments essentiels à la vie sur Europe n'aient une origine encore plus inattendue. Lorsque le champ magnétique jovien mitraille de radiation la surface du satellite, il dépose un cocktail de substances chimiques, dont de l'oxygène. Si un pourcentage de cet oxygène arrive dans l'océan liquide, cette étendue d'eau en contient peut-être suffisamment pour donner vie à la version extraterrestre de nos calmars, méduses, anémones de mer délirantes et autres bizarreries marines. Toutefois, une éventualité pourrait sérieusement compliquer la donne. De l'oxygène finit peut-être dans l'océan de subsurface, mais aussi de l'acide sulfurique, du peroxyde d'hydrogène et plein de substances qui, a priori, ne semblent pas très propices à la vie. La teneur en acide de l'océan d'Europe serait toxique pour la plupart des organismes que nous connaissons.
Que se passerait-il si les océans de notre planète s'acidifiaient du jour au lendemain? Imaginez le Golden Gate de San Francisco, suspendu au-dessus d'un bain d'acide. Dans un tel cas de figure, il y aurait beaucoup d'embruns et de brumes acides en suspension qui rongeraient la structure en acier et les tours de soutènement. Et comme les fondations de béton seraient elles aussi attaquées, il suffirait de quelques années pour que le pont se délabre dangereusement, soit interdit à la circulation et finisse par s'effondrer. Tant que les scientifiques ne réussiront pas à envoyer une sonde qui perce la glace pour prélever un échantillon d'eau, la composition exacte de l'océan d'Europe restera un mystère. Mais ils ne perdent pas espoir de trouver un jour une forme de vie extraterrestre dans un endroit aussi improbable que les entrailles des lunes glacées du système solaire.